Je me fais virer de 2 agences parce que mon anglais était très mauvais. Apparemment, on comprenait pas du tout ce que je disais en anglais quand je jouais. Je me dis, bon bah merde, c'est peut-être pas fait pour moi les États-Unis. Et en fait, je me dis, mais non, faut juste que tu bosses, ma petite. Stop staring. You're missing me. So who do you work for? CIA. No. Moi, pendant des années, je m'amusais pas assez. J'étais dans ce truc de performance, je dois être parfaite. Si je suis pas parfaite, je suis nulle. Et en fait, non. Amuse-toi, trompe-toi, sois nulle. C'est pas grave, c'est même génial. Et pourquoi toi c'est si important pour toi? Eh ben, c'est une très bonne question. Et je ne sais pas. Je pense que ça vient de cette envie de plaire à ma mère. C'est toujours là, ça sera toujours là. Et c'est vital, ça. Quand je tourne une scène, par exemple une tape, moi j'ai mon manager, il me répond parfois non, faut la refaire. T'es à côté là. Ça me fait du mal, hein. Je peux pas te dire que je trouve ça très agréable. Mais merci, en fait, merci. J'ai besoin de ces gens-là. C'est quoi un des plus beaux moments que t'as vécu dans ta carrière aux États-Unis? J'ai tourné une série sur le making-of du Parrain. Et Al Pacino a regardé la série. Et il a dit que j'étais une bonne actrice, voilà. Ça fait plaisir. Moi, on m'a dit un jour, Nora, tu n'as pas assez de followers. Qu'est-ce que je peux faire alors pour avoir plus de followers? Bah, tu devrais poster une photo de toi où on voit un peu ta culotte. Je fais pardon? Moi Nora, en tout cas, je suis très content de faire ce podcast avec toi. Bah, je suis très contente d'être là, merci de m'inviter. Je trouve ça vraiment stylé d'avoir osé partir aux États-Unis. Moi, ça m'inspire de ouf. Ouais. C'est un rêve et il y a plein de gens qui l'ont. Il y a peu de gens comme toi qui ont osé faire le pas et se dire j'y vais. D'ailleurs, c'est intéressant que tu nous partages, tu me l'as raconté un petit peu, mais le moment, tu vois un livre comme ça, je crois, qui... Oui, il fait chaud d'un coup, là. Ah, je t'ai raconté cette histoire? Tu m'as raconté l'histoire. Okay. Je suis partie aux États-Unis à l'âge de 21 ans pour les vacances, pour faire de la musique. Et je me suis dit, mais je me sens trop bien à Los Angeles. Qu'est-ce que t'as kiffé là-bas? J'ai kiffé déjà la lumière. Il y avait une lumière extraordinaire. Je me réveillais le matin, c'était le soleil. Et puis aussi, plein de possibilités. Je veux dire, j'adorais Paris, hein, mais j'avais besoin d'un renouvellement. Donc je pars 2 mois et je me dis j'adore. Et je partage avec des amis à moi mon envie de m'installer aux États-Unis. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire aux États-Unis? Tu es une actrice française, tu vas aller bosser aux États-Unis, c'est ça? Je leur dis, mais je ne sais pas si je vais aller bosser aux États-Unis. En tout cas, j'aime les États-Unis. Et ils m'ont mis un doute. Et un jour, je me balade boulevard Saint-Michel et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un signe, enfin l'univers qui commence à me parler. Je pose une question à l'univers et je lui demande, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre aux États-Unis ou est-ce que je reste à Paris? Et là, je ne sais pas pourquoi, l'univers me dit, tu vas rentrer dans une librairie et tu vas fermer les yeux et tu vas prendre un bouquin au hasard et la préface va te donner la réponse. Et c'est ce que je fais. Je ferme les yeux, je rentre dans une librairie boulevard Saint-Michel, je prends un bouquin au hasard, donc les yeux fermés toujours, et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je lis? Nora, j'en ai des frissons. Nora n'aurait jamais dû revenir à Paris. C'est bon ça, hein, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui sont intitulés avec Nora dans le titre. Hein. Exact. Et sans H. Comme moi. Et là, tu ressens quoi à ce moment-là? Et là, bah, en fait, j'étais même pas étonnée. C'était, comment dire, je me sentais en connexion. Connexion totale. Et je suis partie. Et ça fait 12 ans que je vis aux États-Unis. Stylé. Ouais. Et donc, quand tu arrives là, ça se passe comment? Parce que t'as pas le réseau, tu t'es habitué à comment fonctionne le monde du cinéma, mais en France, ça se passe comment là, les démarrages quand tu arrives à LA? Pas très bien. Je me fais virer de 2 agences parce que mon anglais était très mauvais. Ça me fait du bien, ça. Tu peux le Ouais, redire? Pas très bien. Je me fais virer de 2 agences parce que mon anglais était très mauvais. Les directeurs de casting appellent mon agent. Apparemment, on comprenait pas du tout ce que je disais en anglais quand je jouais. Waouh. Et du coup, je me dis, bon bah merde,
c'est peut-être pas fait pour moi les États-Unis. Et en fait, je me dis, mais non, il faut juste que tu bosses, ma petite. Et donc, je me suis mise à bosser tous les jours pendant peut-être 5 heures par jour, tu vois. Waouh. Et j'ai une coach extraordinaire d'accent qui m'a dit, ne me paye pas, je vais t'aider tous les jours. Et le jour où tu vas décrocher un film, tu me payeras. Stylé. Donc, elle s'appelle Julie Adams et c'est grâce à elle, tu vois. Bon, on va reparler d'elle hors caméra après. Je pense que je vais la contacter. Oui, elle est géniale. Elle est géniale. Non, mais déjà, c'est ouf parce qu'encore une fois, je me suis noté quelques noms là, comme pour envoyer du lourd un petit peu. Ouais. Donc, tu as joué avec Ryan Reynolds, Denzel Washington, Bradley Cooper. Et donc, on peut se dire, ouais, bon, elle est partie à LA, ça a été facile, mais c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui, comme tu viens de le dire, auraient pu se dire, ah bon, en fait, c'est pas pour moi. Enfin, déjà, il y a plein de gens qui seraient pas partis. Ouais. T'es parti. Et en plus de ça, t'aurais pu abandonner et te dire, bah, en fait, voilà, bon, je suis pas à la hauteur, mais. Moi, ça me touche beaucoup parce que c'est dingue comment tu peux changer ta vie quand tu bosses. Que ce soit pour apprendre une langue, que ce soit pour améliorer l'acting, que ce soit pour n'importe quoi. Et en fait, je trouve que c'est trop sous-estimé. On voit trop juste la victoire finale et on se dit overnight success. Et on voit pas en fait 4 ans de travail, par exemple, pour la langue ou tout le parcours avant. Moi, ça me touche beaucoup parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent là maintenant, j'en suis sûr, qui ont un rêve et qui pensent qu'ils en sont pas capables. Et ils évaluent un peu leur génétique, alors que j'aime bien en anglais nature versus nurture. Donc, est-ce que c'est la nature, est-ce que c'est ta génétique ou est-ce que c'est ce que t'entretiens? Et c'est ce que je trouve, renforce via ça. Et donc, tu bosses l'anglais et ça se passe comment? Et je bosse l'anglais et je me dis, en fait, pour y arriver, Nora, il faut que tu prennes du plaisir. En fait, c'est pas la finalité qui est important. C'est vraiment le cheminement, c'est ça. C'est prendre du plaisir tous les jours à bosser ton anglais. Ça doit pas être une corvée, en fait. Sinon, t'abandonnes au bout de 2 mois. Et donc, du coup, j'ai vraiment pris du plaisir à travailler tous les jours pendant 10 ans, en fait. Et donc, je travaillais tous les jours, donc l'accent, j'écoutais des interviews d'actrices, j'essayais d'imiter leur tonalité. T'as des actrices que t'aimais plus que... J'aimais bien la voix de Scarlett Johansson. Ouais. J'aimais bien... Qu'est-ce que t'aimais dans sa voix? J'aime bien la tonalité de sa musicalité, en fait. Que tu Moi, décrirais je suis pas comment? très fan de « Oh my God, that's amazing! You know Le what I truc. mean? » Like, tu vois, quand c'est très... Plus à la française, finalement. Ouais. Et c'est quoi que t'aimes? C'est le côté plus simple qu'il y a dans un côté moins... Oui, c'est droit. C'est simple. C'est une voix qui est connectée. Tu vois? Oui, t'en fais pas des caisses. C'est pas dans le nez, quoi. C'est pas nasillard. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Donc, parce que moi... Non, mais je te dis ça parce que moi, au début, je pensais que avoir un accent américain, ça voulait dire être nasillard. Et donc, je parlais un peu comme ça, tu vois. Et je me suis vue dans un projet. Et vraiment, je parlais « Oh my God, this is amazing !» Et je me dis « Mais Nora, en fait, tu essayes d'imiter quelqu'un que tu n'es pas. » Et donc, ça a mis du temps de trouver ma voix, en fait. Parce qu'il n'y a pas que l'accent. Il n'y a pas que Oui, il n'y a pas que les sons, la prononciation. Il y a aussi trouver sa voix. Et ça me pose une question, moi, que j'ai à titre perso, c'est que, tu vois, je vois un peu 2 extrêmes de français qui apprennent l'anglais. T'as comment il s'appelle, là, le designer hyper connu, Philippe Stark. Alors, Philippe Stark, qui parle anglais, il n'y a aucun accent anglais. Il reste que de l'accent français quand il parle. Donc, c'est vraiment je sais pas. The cat is in the... Voilà, exactement, c'est ça. Donc, ça, c'est une première version. You will understand nothing with my type of English. It's good for you because like that you can have a break after all these fantastic people. Et puis après, t'as l'autre extrême, un peu comme tu disais, où je veux tellement imiter que je vais trop loin. Et moi, c'est un dilemme que j'ai typiquement quand je vais parler en anglais pour une conférence, c'est à quel moment je suis plus moi, tu vois, à quel moment... Parce que forcément, parler une autre langue, ça change ta personnalité, tu penses différemment. Et donc, c'est pas facile pour moi de savoir quand est-ce que j'en fais trop et je suis plus moi. Et dans l'autre sens, quand est-ce que
Bah en fait, non, mais David, faire un effort, là, tu parles une autre langue et c'est pas obligé d'avoir une accentuation à la française où tu n'accentues que les fins de phrases. Je sais pas si tu as une vision sur ce truc-là. Bien sûr, il y a une musicalité française qui est différente de la musicalité américaine, mais moi, aujourd'hui, je reviens toujours au français quand je joue en anglais. C'est-à-dire que quand je travaille un texte en anglais, je me répète le texte en français avant, Waouh. toujours. C'est-à-dire, tu le traduis. Oui. Et Dans- ça change tout, Mais dans quel but, du coup? dans le but d'être le plus vrai possible, en fait. Donc, pour t'approprier le dialogue, le rôle, pour être dedans, en fait. Exactement. Ah, c'est intéressant. Et d'ailleurs, j'aide des amis pour des auditions, et à chaque fois, donc des amis français qui pour des tapes aux En anglais. États-Unis, et à chaque fois qu'ils commencent le texte, enfin, qui s'approprient le texte en français, donc dans leur langue maternelle, c'est extraordinaire comme ça change tout, en fait. C'est drôle, ça. Parce que, par exemple, dans mon cas, mais je vais peut-être trop loin. Je veux plus lire de trucs français, je lis que des trucs en anglais. Ouais. Mais c'est différent. Mais c'est vrai que, parce que du coup, des fois, je trouve que quand je lis une version française d'un bouquin américain, j'ai l'impression que. Enfin, j'aime pas, en fait, j'aime pas le français. J'ai- J'aime pas des fois, j'aime pas comment. J'ai l'impression que l'anglais est plus puissant ou ça me parle plus parfois. C'est le mystère qui te... Je sais pas. En tout T'es cas, pas j'aime un bien peu- Je trouve que en français, en anglais, les phrases elles claquent, elles sont courtes. Ah ouais. Il y a la même C'est phrase. quelle est ta phrase préférée en anglais? Oh putain. Là, t'es en train d'inverser. On fera un autre Ouais, podcast, on a une c'est trop conversation, hein. C'est une conversation. Putain, une phrase préférée en anglais, il y en a trop. Il y en a plusieurs là quand t'as dit ça. J'ai pensé à Just Do It de Nike. J'ai pensé, enfin, non, j'en ai trop, c'est trop dur. Ouais. En fait, c'est plein de punchlines, j'en sais rien. Par exemple, je- dans la boîte, des fois, on se dit average is boring. Bah, la même en français, je me verrais pas la dire dans la réunion d'équipe. Être moyen, c'est ennuyant. J'ai l'impression qu'il y a plus de musique, que c'est fini, que c'est, tu vois, on en a plein des comme ça de phrases qu'on va balancer. Par exemple, on se dit en interne qu'on veut reinvent breakthrough at scale. Bah, la version française de ça, je galère à chaque fois, quoi. Réinventer la manière de transformer des vies à grande échelle, ça le fait, mais c'est tout de suite moins slogan, quoi. Enfin bref, je reprends les questions. Ouais, vas-y. Et ok, et donc du coup, tu bosses l'anglais, tu regardes les textes, enfin tu t'appropries les textes en français et en anglais. Ça met combien de temps avant d'avoir la première un peu victoire symbolique pour toi aux États-Unis? Ça met combien de temps et comment ça se passe? Ah, c'est plein de petites victoires. Ma première victoire, c'est quand on m'a proposé... En fait, on recherchait une américaine. Et j'ai passé quand même l'audition. Et on m'a prise, pas pour mon accent, mais on m'a prise parce que j'ai... En fait, on a oublié que j'étais française. Quand tu dis on l'a oublié, c'est-à-dire on n'est plus capable de savoir que t'es française ou on sait que t'es française, mais Il y a l'accent l'énergie que toujours. tu et- dégageais à ce moment-là a surpassé le... En fait, le but n'est pas de sonner totalement américaine, mais d'être confortable avec la langue, pouvoir jouer comme... se sentir bien avec cette langue. Et en fait, le jour où j'ai arrêté d'imiter les actrices, j'étais plus dans la caricature de l'accent américain. Ouais. Je me suis dit, bah Nora, en fait, tu es française, joue avec ta voix. C'est là que j'ai commencé à décrocher des rôles intéressants. Trop Et bien. on a oublié l'accent, en fait. Tu vois? Parce que quand tu proposes quelque chose de très personnel, de vrai, on n'est pas dans... Oui, mais un petit accent... Non, c'est différent. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je dis. Non mais si, très bien. Et du coup, ça symbolisait quoi pour toi Bah, déjà, ça se passe comment en tant qu'actrice? On t'appelle, on t'écrit, c'est un SMS, c'est un WhatsApp, c'est C'est quoi? mon agent qui m'appelle et qui me dit, est-ce que tu veux passer une audition pour ce metteur en scène, ce film? Je fais une tape. Moi, j'aime bien les tapes. Je préfère que... Que les Enfin, auditions oui, en les live. auditions live, ouais, c'est... Les tapes, c'est intéressant pour plusieurs raisons. Donc déjà, tu as le contrôle. Et puis aussi, tu peux regarder les prises. Et je trouve ça bien pour un acteur de pouvoir, de savoir se diriger. Grâce aux tapes, j'ai réussi... Enfin, j'ai beaucoup appris, en fait, avec les tapes. Quand tu regardes les scènes, tu te dis, ah, là, j'ai un petit tic, je vais gommer ce tic, par exemple. Ou là, je lève les yeux,
je lève les sourcils, je lève les sourcils, je suis un peu figée là, mon visage il est figé, donc je vais me calmer. Et c'est intéressant de pouvoir se diriger. Alors là, il y a plein de choses que je trouve fascinantes dans ce que tu es en train de dire. Bon, déjà, il y a plein de gens qui, être amenés à se voir, tu vois, ils veulent faire des vidéos sur Instagram, ils veulent faire un podcast, ils veulent faire une conférence, ils veulent passer à la télé. Et en fait, se voir, c'est violent quelque part pour certaines personnes. Et moi, ça me l'a fait plein de fois où il y a les deux faces. Des fois, tu penses que tu as été moyen et finalement, c'est mieux que ce que tu imaginais. Mais il y a aussi plein de fois où tu penses que ça va et tu te regardes et tu fais, oh, mais c'est quoi ce tic de langage ou cette manière de répondre où tu te trouves plus froid que ce que tu imaginais ou plus sec. Comment toi, tu vis quand tu te vois en tape à ce moment-là, ces petits trucs-là? Ça t'énerve, ça... Mais il y a eu des moments où je me souviens d'une scène, c'était pour un film avec Tom Cruise et je voulais absolument la voir. J'étais attachée, mais vraiment à ce projet. C'était presque une question de vie ou de mort de décrocher ce film, que je n'ai jamais décroché d'ailleurs. Et j'ai tourné cette scène, donc on m'a demandé de faire une tape pendant 3 jours non-stop. Une petite scène. De combien de temps? 5 pages. Ok, donc ça fait quoi? Je me rends pas compte à quel point c'est écrit gros, c'est 5 5 minutes? pages, c'était une scène de 4 minutes. 4 minutes, ok. Tu vois? Et j'y arrivais pas. Donc c'est une scène où tu es avec Tom Cruise dans l'idée. Oui, voilà, dans la scène. Ouais. Et puis, au bout de 3 jours, je l'ai toujours pas. Je continue. Je l'ai jamais eu cette scène. Quand tu dis tu l'as jamais eu, c'est-à-dire que tu l'as même pas envoyé. Non, je l'ai envoyée, mais mais parfois j'aime bien regarder mes tapes. J'aime bien voir l'évolution de. Tu les as encore tout ça? Ouais, je les ai. Ouais. Je te montrerai si tu veux. Non, c'est clair, c'est trop stylé. Et donc je vois l'évolution, tu vois, de mes tapes d'il y a 10 ans à mes tapes d'aujourd'hui, et c'est intéressant. Et on te voit en vidéo des fois, genre, être frustré? Genre, putain. Certainement, j'utilise aussi cette frustration. Ok. Et je me souviens, on était avec mon ami dans cette petite pièce fermée pendant 5 jours. On était à fond. Et c'était frustrant, bien sûr. Et en même temps, ça fait travailler les muscles. Donc c'était un échec et en même temps une réussite. Alors, super intéressant. Du coup, qu'est-ce qui était pour toi un échec? Qu'est-ce qui était une réussite là-dedans pour toi? C'était un échec sur le court terme et une réussite sur le long terme. Et ça, on en a parlé, toi et moi, c'est intéressant. C'est-à-dire que sur le moment, on pense qu'on est une merde. Hein, tu l'as vécu comment quand moi, je me suis dit, je suis une merde, je comprends pas pourquoi je ne peux pas jouer cette scène. C'est pourtant pas si difficile. J'étais bloquée, en fait. J'étais totalement bloquée. Et puis, avec du recul, plus tu travailles, plus ça devient facile, en fait. Et il n'y a pas de secret. Et puis, même aujourd'hui, donc j'ai peut-être un peu plus de facilité aujourd'hui parce que j'ai des années de travail derrière moi. Mais il y a des jours où c'est facile, il y a des jours où j'ai l'impression d'avoir jamais joué de ma vie. Ça, c'est super intéressant parce que, pareil, on croit des fois un peu à ce mirage d'un jour je serai plus stressé, j'aurai plus aucun inconfort. Oula, non. Puis ça t'arrive comme ça, tu sais pas pourquoi, tu penses que tu gères et en fait, pas du tout. Il faut l'accepter, enfin j'essaye en tout cas. Est-ce que tu as remarqué un phénomène qu'il y a dans beaucoup dans le sport? Moi, je l'ai vécu plein de fois avec des conférences ou en coaching. Je fais une super conférence, je suis vraiment très content de moi. Pourquoi pas une deuxième, vraiment pareil. Et là, je m'attache à ce truc-là. Et la celle d'après, elle est catastrophique. C'est-à-dire, j'arrive plus à... T'essayes de reproduire ce que t'as fait. J'essaie de reproduire ce truc-là. Et donc, je suis attaché pas à être là dans le présent. Je suis attaché à essayer de recréer exactement comme c'était. Et ça donne, ça donne une bouse. Oui, je vois très bien. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est la même chose avec l'acting. C'est-à-dire qu'il y a la question des choix en tant qu'acteur. C'est-à-dire que tu commences une scène, t'as des... Moi, c'est très bizarre parce que j'aime bien arriver, commencer une scène sans, me dire ce que je vais faire. Alors là, à ce moment-là, je vais m'asseoir. À ce moment-là, je vais pleurer. À ce moment-là, je vais rire. À ce moment-là, je vais réagir comme ça. Ça, t'es mort quand tu fais ça. Ou quand tu veux recréer une émotion. C'est-à-dire que la première prise, t'as eu une émotion elle t'a submergé pendant 2 secondes à ce moment-là. Et reproduire ça, tu peux pas en fait. C'est là que tu fabriques. Alors il y a des acteurs qui le font. Hein.
et qui le font même très bien. Moi, j'y arrive pas. T'arrives pas du coup à... Si tu t'attaches au passé, à le recréer, en fait, t'arrives pas, t'arrives pas dedans, quoi. Bah, j'arrive pas à me dire, bon, bah là, je vais pleurer parce que dans la première prise, j'ai pleuré à ce moment-là et ça a marché, donc je vais faire la même chose. Donc ça veut dire qu'en fait, en amont, tu t'es entraîné, tu t'es préparé, mais tu as envie de laisser une part de mystère ou de laisser un peu la vie fonctionner au moment où tu fais la scène, quoi. Exactement, exactement. En fait, je crois bien sûr, beaucoup en la préparation. C'est obligatoire. Bah, c'est un peu comme... moi, j'aime bien la boxe. Ça m'intéresse beaucoup. Je trouve que ça m'inspire beaucoup pour mon métier de comédienne. C'est-à-dire qu'un boxeur, il se prépare pendant des années, des mois. Préparation physique, préparation mentale. Et puis, stratégie sur le ring. Essayer de comprendre la stratégie de son adversaire. Et en même temps, il faut aussi tout oublier quand on est sur le ring. Ouais, tu peux être entraîné autant que tu veux, mais une fois que tu es sur le ring, tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas ce qui va se passer. Et c'est être là, quoi. C'est être là, c'est être présent. Donc moi, je me prépare, j'ai des idées, j'arrive avec l'histoire de mon personnage. Enfin, je suis là, je suis préparée. Mais par contre, quand je suis sur le plateau, j'essaye de ne plus du tout penser au travail, en fait. Non, c'est clair. Moi, de toute façon, je pense que c'est vraiment ce que tu décris, une clé de la performance. Moi, je le vis pareil dans une conférence ou dans un coaching. C'est que je peux m'entraîner des années, c'est ce que je fais sur le coaching, mais une fois que le coaching il démarre, c'est plus le moment d'essayer de me rappeler ce que j'ai lu ou le dernier coaching. Je suis là et je prends ce qui est en train de se passer, construire avec ce qui vient de se passer. Et c'est valable aussi quand tu veux aborder une personne. Pour les dates. On peut parler même de dates. Exactement. C'est que tu peux t'être entraîné sous plein d'autres contextes, mais par contre, être présent au moment où tu as la date. Ouais, exactement. Je voudrais revenir sur le fait de se regarder en vidéo. Parce qu'il y a un truc que je voudrais appuyer, c'est que tu peux passer du temps à t'entraîner, mais si tu n'as pas un feedback, avoir du mal à repérer les endroits où tu as progressé. Oui. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire que le fait de me filmer, de m'enregistrer, de me regarder, même si c'est dur, ça te permet de focaliser ton apprentissage sur un élément et pas sur l'ensemble, par exemple, de l'acting ou l'ensemble du coaching ou l'ensemble de la pédagogie, mais un élément. Et d'ailleurs, moi, c'est un truc qui me fascine. On parlait tout à l'heure de Tom Cruise. Il y a une méthode qui s'appelle la pratique délibérée qui consiste à s'entraîner sur des petits éléments de ta compétence. Et ça s'applique à tout, à apprendre l'apprentissage de la musique, de la communication avec les autres, d'une négociation. Donc ça, je trouve que c'est génial que ton histoire, elle appuie ce truc-là, se focaliser sur un truc à la fois. Comment tu fais, une fois que tu as capté que tu as un tic, une mimique, un truc... Parce que c'est une chose de le voir, arriver à l'enlever, à l'effacer quand c'est presque automatique. Tu as des fois des choses qu'on fait, on s'en rend même pas compte. Tu vois, tu parlais par exemple l'écarquillement des yeux. Comment tu fais, toi, pour arriver à effacer un truc comme ça ? Déjà, il faut le voir. Et ça peut prendre du temps de le voir. Moi, je l'ai vu quand je me suis regardée à l'écran et j'étais choquée. Je me suis dit, oh là là, va falloir... Et donc, du coup, j'ai gommé. En fait, je gomme en voyant. Je vois, je gomme. J'imagine que ça marche pas du premier coup, du coup. Là. Comment tu fais pour prendre conscience que là, tu es en train de faire cette mimique ? C'est parce que tu le vois. Enfin, tu regardes ton travail, tu analyses ton travail et... Mais tu poses une intention, par exemple, juste avant de tourner ta scène, de dire, OK, là, je vais faire encore plus attention à ce truc en particulier ? Oui et non, dans le sens où, à partir du moment où tu le vois et que tu le gommes, après, c'est... Ça veut dire quoi, le gommer ? C'est-à-dire, tu fais attention, tu fais des exercices, tu vois, tu fais des grimaces avant de jouer, tu te relaxes bien, le visage, tu te masses. Ah. En fait, c'est intéressant parce que parfois, quand on joue, on a toujours envie on a envie de tout donner. Mais tout donner, ça ne veut pas dire que c'est bien, en fait. Parfois, moins tu en fais et mieux c'est. C'est génial de vouloir tout donner. Mais tu peux trop en faire. Ouais, et sans t'en rendre compte. Je vois des fois des bêtisiers et je vois donc tu vois, par exemple, un des comédiens qui craque. Et je me demande des fois comment... Est-ce que t'es déjà arrivé d'avoir un comédien qui craque ? Genre, il a fou rire, il n'arrive pas...
Moi. Non, mais bien sûr, mais moi, j'ai des fous rires, mais le problème, c'est que quand ça commence, je ne peux plus m'arrêter. Mais c'est horrible. Non, C'est mais quoi des fous c'est rires un fou rire nerveux. C'est quoi des fous rires que t'as eu ou Bah, genre au théâtre, j'ai eu quelques fous rires au théâtre. J'ai joué une pièce au Théâtre Marigny et avec Michel Boujna. Et on se tapait des fous rires parfois sur scène. Alors, on ne pouvait plus s'arrêter. Et ce qui était génial, c'était que le public riait avec nous. Donc après, ça fait partie de la magie. Bon, après, ça fait partie de la magie. Et en fait, c'est intéressant de voir les gens qui n'arrivent pas à se contrôler. Tu vois, ça nous Ça dépassait. craque, quoi. Ça craque, ça craque. Et bien sûr, sur les plateaux, quand ça arrive, c'est horrible. C'est horrible. Et c'était déjà arrivé que ça soit l'autre qui est en train de craquer, pas toi? Bah, généralement, quand un craque, l'autre craque aussi. Ok. C'est contagieux. Et du coup, il se passe quoi dans le reste de l'équipe? Le reste de l'équipe est détendu? Ou genre, ils sont en mode là, les gars, faut que vous arrêtiez de rire Non, généralement, ça fait rire tout le monde. Sauf que... Et le réalisateur, généralement, rit aussi. Mais au début. Au début, et après c'est bon, allez. Là, ça Ça suffit, là, suffit. on arrête de rire, on reprend. Juste avant de revenir à l'interview, j'aimerais te présenter rapidement le but de cette chaîne. À Paradox, on adore le dev perso et en même temps quelque part on le déteste. En tout cas c'est code. Qu'on soit d'accord, on est certain que des petits changements peuvent changer totalement ta trajectoire de vie. Mais je sais pas toi, nous on en a marre qu'on prenne les gens pour des débiles avec des clichés, des solutions miracles, des contenus qui sont sans nuance ou encore qui t'expliquent qu'il y a qu'une bonne manière de vivre et réussir sa vie. On n'est pas des clones, notre vie elle est complexe, l'humain il est complexe, et c'est pour ça que sur Paradox sans filtre, l'intention en tout cas, c'est de s'approcher au plus près de la vraie vie. L'idée c'est que tu t'assois avec nous pour passer un bon moment avec des gens au parcours hors du commun, souvent inaccessibles, et on découvre ensemble les coulisses de leur vie. On rentre dans leur tête et on fait ressortir les paradoxes qui ont changé leur vie. L'idée c'est de t'apporter un max de valeur. Sur Paradox sans fil, tu vas retrouver des formats longs et bruts, le genre qui fait plaisir quand on est à la salle de sport, dans les transports ou simplement quand on a envie de se détendre mais en même temps continuer de nourrir son esprit. Avec toujours une même quête, continuellement chercher à te donner ce qui marche. Si c'est le genre de contenu qui te fait kiffer, je t'invite à t'abonner et cliquer sur la petite cloche. Sache que ça compte énormément pour nous car c'est grâce à ça qu'on peut vous trouver des invités que vous allez adorer et qui sont souvent durs d'accès. En tout cas, si tu t'abonnes, sache que je suis vraiment reconnaissant et que tu vas recevoir du contenu qui déchire. C'est une promesse. C'est quoi un des plus beaux moments que tu as vécu dans ta carrière aux États-Unis? C'est un moment, pour toi, c'est symbolique, ça a été ouf à vivre, une victoire, un moment qui est fort. Si on pouvait garder qu'un moment de ces 10 ans aux États-Unis. J'ai tourné une série sur le making-of du Parrain. Qui s'appelle The Offer, c'est ça? The Off, ouais. Et Al Pacino a regardé la série et il a dit que j'étais une bonne actrice. Voilà. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et il te l'a dit comment du coup? C'était un Il texto? l'a dit à une amie qui me l'a dit. Enfin bref, c'est tout pourri, mais c'est magnifique aussi. Et ça représente quoi pour toi? Bah, ça représente, enfin, c'est magnifique quand enfin, c'est un monstre. Et quand des gens que tu admires reconnaissent ton travail, c'est magique en fait. Ça lui ferait quoi à la petite Nora là, de pouvoir voir cette scène-là? De voir que il y a Al Pacino qui valorise son travail. Si on pouvait prendre ça et aller dans le passé, aller voir la petite l'ado, 12, 13, 15 ans, 18, peu importe. Elle me dit c'est normal. Ok, vas-y, pourquoi? Non, je sais pas. C'est marrant parce que on parle de validation. C'est intéressant ce sujet, ce besoin d'être validé, d'être reconnu. Je pense que quand j'étais petite, Il était beaucoup moins là. ouais, c'était moins là. Donc c'est quelque chose, c'est plus Oui, bon, bah ok, super. Je pense que si on parlait à Nora à 21 ans quand elle est arrivée aux États-Unis, c'est cette jeune fille qui... Ouais, je sais pas je sais pas quoi dire en fait. C'est-à-dire que je sais pas, c'est comme toi, t'as un héros dans la vie et un jour il voit ton travail et il reconnaît ton travail, c'est magnifique. C'est clair, moi je trouve ça magnifique. Pour partir dans une autre direction, c'est quoi un des moments, là tu m'as raconté un des moments forts, et c'est quoi un des moments les plus durs de ta carrière, que ce soit aux États-Unis ou France ou peu importe, un des moments qui à l'époque, pour toi, a été vraiment challengeant?
J'ai eu quelques moments durs. Bon, je me suis fait virer de 2 agences. Ouais. Comme je le disais, parce que mon accent, on comprenait pas ce que je disais quand je jouais. Donc du coup, on a appelé mon agent, a appelé mon manager en disant bon bah on peut pas la garder. Donc ça c'est une petite humiliation. D'ailleurs, décris un peu plus, toi, tu le vis comment? Tu passes par. C'est quoi un peu tes cycles de l'émotion? C'est colère d'abord, c'est de la tristesse, Bah c'est choc. Waouh. Pourquoi? Injustice. Et puis je me dis en fait, il y a une raison à ça. Et il va falloir que tu bosses plus. Mais tu te le dis avec ce timbre-là, ou t'es plus énervé? C'est quoi ton process à toi? J'essaie d'imaginer, là, si on avait une caméra, on voit la scène de l'extérieur, on voit une Nora qui est en mode. Je me dis ils avec vont- ma voix toute nasillarde, va falloir que tu bosses plus. Non, au début, donc, choc. Et puis, bon, bah alors, tu vas leur prouver. Voilà, c'est ça. Yes, ok. Tu vas leur prouver que tu es capable. Et ils le regretteront un jour. Ok, donc il y a une forme un petit peu là de colère, quoi. Ouais, Tu mais vas c'est leur une prouver. bonne colère. Ouais, bien sûr. Tu vois, Ils vont voir. ils vont voir. Ils savent pas encore. Ils savent pas encore. Non, mais c'est bien, c'est un moteur. C'est heureusement que j'ai eu ça. Bah, c'est clair. Ça a été un des plus beaux cadeaux. Moi, j'aime bien les rejets aujourd'hui. Ok, raconte. Parfois, je mets en place des choses, je développe des films, je fais de la musique et parfois tu contactes des gens qui ne te répondent jamais. Et ça me plaise pas en fait, ou plus. Parce que ça te blessait par le passé? Contacter des gens? Parce qu'en fait, du coup, on n'a pas trop creusé cet aspect-là, mais pour arriver à percer dans le monde du cinéma, ça Oui. demande d'arriver à avoir les bons contacts. Et donc, est-ce que c'était plus via du contact un peu digital? Est-ce que c'est plus être aux bonnes soirées, aux bons événements, au bon moment? Est-ce que c'est les deux pour arriver à pouvoir progressivement se retrouver dans les bons cercles? Parce que c'est assez dingue, hein, d'ailleurs, ce truc-là. Moi, c'est un truc qui m'obsède depuis plus de 10 ans. Ta vie, elle est vraiment proportionnelle à qui tu côtoies. Et pour plein de raisons. Déjà, toi, qui tu deviens, tu te mets pas à penser de la même manière en fonction des amis que tu as. Moi, mon voyage aux États-Unis en 2013, c'est dingue comment il m'a changé, en fait. Je me rappelle toujours en France, quand tu fais un livre et que tu le vends à 30 000 exemplaires, tu as un best-seller. Et je me souviens parler à des auteurs américains. Et il y en a un qui me fait, putain, ouais, je suis pas très content, là, j'ai un peu foiré ma sortie de mon 3e bouquin. Et je dis, ah bon, qu'est-ce que ça a donné? Je sais pas, on a dû faire 500 000, 600 000 ventes, là, c'est vraiment nul, quoi. Et il était sincère, c'était vraiment, dans sa tête, il avait fait plusieurs millions d'exemplaires avant. Et donc c'est ouf, parce que à force de côtoyer des Américains, quand je suis revenu en France, j'ai pris tous mes objectifs, je les ai fait x10. Et c'était normal, j'avais côtoyé pendant plusieurs jours et plusieurs semaines des personnes qui pensaient tellement plus grand que mes potes français, en termes d'objectifs, d'impact financier, en termes de gens qu'on pouvait toucher. Ça m'a changé. Et d'ailleurs, on voit, même si on prend juste une seule métrique, qui est le développement de l'entreprise, l'année qui suit mon voyage aux États-Unis, il y a tout qui explose. Et surtout parce que dans ma tête, j'ai arrêté de penser en mode français, et en mode il y a 60 millions d'habitants sur Terre. Et en fait, non, il y a 7 milliards d'habitants et les Américains, ils sont très forts pour think big, quoi. Donc ouais, je reviens sur ma question. Comment, toi, tu t'y es pris pour créer un petit peu ce cercle de relations qui aident à te changer et aussi à avoir les opportunités? Je me suis pas vraiment créé un cercle de relations qui pouvait m'amener à une autre étape de ma carrière. Je me suis juste entourée d'un bon agent et aussi de gens, d'acteurs qui voulaient travailler dur comme moi. C'est-à-dire qu'on s'aidait pour les tapes, on s'entraidait, on se disait la vérité, on se faisait des retours sincères. Voilà, c'est plus ça, moi, qui m'a fait évoluer. Donc en fait, c'est plus des gens du même niveau, mais qui ont autant faim que toi. Exactement. Trop bien. Et tu parlais de feedback, parce que moi, ça, c'est un truc qui me fascine. Je trouve qu'il y a la partie animale en nous, elle veut des feedbacks positifs. Bravo Nora, Ouais, c'est incroyable, c'est magique ce que tu fais. Et notre ego, forcément, il adore ça. Mais néanmoins, ce qui te fait beaucoup progresser, c'est il y a tel endroit où tu peux faire mieux, etc. Déjà, je vois plein de personnes que je connais qui ne se rendent pas compte à quel point s'empêchent de vivre une vie de ouf. Et ils s'en rendent vraiment pas compte. Qu'en fait,
la manière qu'ils ont de recevoir du feedback fait qu'ils donnent pas envie aux autres de leur en donner. Oui. Parce que tu leur en donnes, j'ai des gens en tête, je vais leur donner une première fois un feedback sur un truc à améliorer et je vais voir tellement de tension dans leur corps, tellement... Alors il y a plusieurs variations. La variation numéro 1, c'est la personne, tu lui donnes un feedback et elle t'attaque. La version numéro 2, la personne, voilà, elle le vit tellement mal que du coup la prochaine fois je suis là en mode en fait la flemme, je vais pas lui donner, c'est parce que ça va être trop dur. Et là où tu vas avoir les variations de la personne où tu sens que c'est dur, mais elle est capable de te dire merci, ou elle est capable de te dire donne-moi en plus, ou explique-moi, ou de revenir et j'ai envie. Donc déjà toi, comment tu processes le feedback quand il est pas agréable? Et puis après l'autre question, ça sera sur comment t'en donnes, typiquement dans des moments comme ça à des potes, parce que c'est pas facile, donc tu peux avoir peur de te blesser. Ah oui, bien sûr, on a envie d'être aimé, on a envie de briller, on a envie d'inspirer, et parfois, en fait, le feedback, encore une fois, ça dépend. Moi, j'adore quand je tourne une scène pour, par exemple, une tape. Moi, j'ai mon manager, il me répond parfois non, faut la refaire. T'es à côté là. Et honnêtement, ça me fait du mal. Hein. Je peux pas te dire que je trouve ça très agréable. Mais merci, en fait, merci. J'ai besoin de ces gens-là. Après, ça veut pas dire qu'ils ont toujours raison. Parfois, j'ai mes convictions, Parfois, ça pouvait aussi m'arriver de trop écouter l'extérieur, et ça aussi, c'est un piège. Hein. Et justement, comment tu trouves la ligne? Parce que c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Si t'écoutes aucun feedback, t'apprends pas. Si t'écoutes tout et potentiellement tout le temps ton agent ou tes potes, tu pars pas aux US, tu postules pas dans ce film où ils veulent une américaine. Quand est-ce que tu as parlé du mot conviction? Ou comment tu fais toi pour dire là en fait ma conviction elle est trop forte? Tu le sens comment? À quoi tu le sens? Si tu peux prendre un exemple d'une fois où tu as donné les États-Unis déjà comme exemple, mais s'il y en a un autre où tu as eu une conviction et t'as pas écouté quoi. Ou pas écouté totalement en tout cas. Parfois quand je tourne des scènes, je suis convaincue de certaines choses pour mon personnage. Je suis l'avocat de mon personnage, je le défends. Et par contre, là, oui, bien sûr, j'aime travailler avec le metteur en scène, trouver des idées, être à l'écoute, collaborer. Donne-moi un exemple, comme ça, d'un jour où tu as une conviction forte sur le personnage. Des trucs tout cons. J'ai la conviction que mon personnage doit s'asseoir sur la table et pas sur une chaise. Et ça, j'en suis convaincue. Et c'est comme ça. C'est vrai. Et qu'est-ce qui se passe du coup avec le metteur en scène? Il est en résistance ou... Ah là, il était en résistance, oui. Donc je me suis assise sur la chaise. Ah merde. Et tu t'arrives du coup à lâcher là dans ce moment-là? Il faut. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux pas avoir tout ce que tu veux, hein, c'est pas possible. Et il y a des fois où par contre le metteur en scène, lui, il lâche? Ah oui. J'ai travaillé avec des metteurs en scène qui résistaient et d'autres qui étaient plus dans la collaboration, et c'était extraordinaire. En fait, moi j'adore travailler avec les metteurs en scène qui ne savent pas. Et qui disent tiens, improvise quoi. Dis vas-y, je ne sais pas. Comment il s'appelle le metteur en scène de la série Netflix sur laquelle tu... Zack Snyder. Ouais, donc... Ça Ouais, c'est ça. Ouais. Il fait pas mal d'impro lui, c'est ça? Il fait pas mal d'impro et il laisse l'acteur assez libre. On a proposé plein de choses avec lui. Et c'était génial. T'aimes bien toi avoir cet espace-là? Oui, et puis aussi la sensation qu'en fait on ne peut pas se tromper. Se tromper n'existe pas en fait. On essaye. Et ça, c'est génial. Il arrive à créer cette culture-là sur le plateau. Exactement. Trop bien. Tu disais juste, moi ça m'intéresse, ça c'est vraiment pour moi là. Mhm. C'est quoi un mauvais agent? Un mauvais agent? Pourquoi Ouais. tu veux un agent? Tu cherches un agent? On a besoin d'agents effectivement pour pouvoir continuer de se développer. Ah, un agent Artistique? artistique? Pour tu sais tout ce qui va être sponsor, partenariat. Je pourrais même demain être l'égérie d'une marque, on sait jamais. C'est vrai, quelle marque, allez. Ah, j'en sais rien. Balance à l'univers, là. Alors là, je vais pas le balancer tout de suite, il faut que je prenne le temps de réfléchir. Mais je suis sûr que c'est possible d'un truc qui fait du sens pour nous et qui est cohérent avec la vision de la boîte. Ce serait bizarre d'être l'égérie d'Apple, mais Je te vois bien, hein. Je me verrais bien faire des partenariats avec eux. Donc ouais, c'est quoi un mauvais agent si on devait... Un mauvais agent, waouh. Les alertes rouges, là, ça drapeau rouge. Déjà, un mauvais agent, c'est un agent qui ne répond pas au téléphone, ça commence comme ça. Quand tu l'appelles, il Il est ailleurs. répond, oui, il n'est pas là, et il répond 3 jours plus tard, ou il répond pas, ou... Ça, c'est un agent très occupé, quoi. Mais c'est pas possible. Non, c'est super intéressant parce que j'arrive facilement à imaginer une actrice ou un acteur
avoir un agent qui a une réputation, qui lui répond pas vraiment, et du coup absolument le vouloir, mais ça se trouve en fait, du coup je vais être son 30e artiste dont il s'en fout et il va pas se battre pour moi, quoi. Oui, on peut retourner la question, qu'est-ce qu'un bon agent? Tu vois, Donc qu'est-ce qu'un bon agent? Un bon agent, c'est quelqu'un qui a une stratégie. Vraiment une stratégie pour toi. Tu reviens beaucoup sur ce mot, c'est quoi la Oui. stratégie pour toi? C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est important de se poser la question d'où on veut aller, en fait. Pourquoi tout ça? Tu vois ce que je veux dire? Si on ne sait pas pourquoi, du coup, la motivation, elle sera là sur le court terme, mais pas sur le long terme. Et dans le cas d'un agent, une stratégie, ça va être quoi par exemple? Quel film tu veux faire? Avec quel réalisateur tu voudrais travailler? Ok, donc bien définir à quoi ressemble la victoire, quoi. Exactement. Et comment peut-on faire pour arriver En à... fait, ce que j'entends, tu me corriges hein, si c'est pas ce que tu veux dire, mais ce que j'entends, parce que souvent on entend la stratégie comme le comment, Mhm. et ce que j'aime bien dans ce que tu es en train de décrire, c'est qu'en fait, le comment, il a aucun sens si je sais pas ce que je veux. Mm. Bien clarifier ce que j'ai vraiment envie, ça fait partie de la stratégie, et sinon le risque, c'est du coup, je veux juste des films, ou je veux juste être acteur, mais en fait, j'ai pas vraiment une idée de ce qui, moi, m'attire vraiment, me plaît, je vais pas focaliser mon attention dans une direction. Et en fait, c'est un peu l'idée c'est une phrase de Bruce Lee, je crains plus quelqu'un qui s'est entraîné à 1000 fois le même coup de pied que 1000 coups de pied différents. Mm. Je vais avoir du mal à aller accomplir un truc si déjà je sais même pas ce que je veux accomplir, quoi. Exactement. Il y a comment et pourquoi. Ouais. Pourquoi c'est si important? Et pourquoi, toi, c'est si important pour toi? Eh ben, c'est une très bonne question. Et je ne sais pas. Je pense que ça vient de cette envie de plaire à ma mère, en fait. Ok, Ce raconte. besoin de plaire à ma mère. Tu veux dire l'origine ou toujours? C'est toujours là, ça sera toujours là. C'est la petite fille qui a envie de plaire à sa mère. Et c'est vital, ça. Et tu dirais que c'est moteur, c'est limitant, c'est les deux, C'est les deux, vraiment les deux. Et donc, t'en fais quoi de ça? Je ne sais pas ce que j'en fais, mais j'en fais quelque chose. Non, mais c'est-à-dire, oui, c'est... Et tu plais à ta mère selon toi? Bah, on va l'appeler, on va lui demander. Ça pourrait, si tu veux, hein, me lance pas. Moi, Tu je veux prends pas le télé. qu'on l'invite à ton podcast? Ça serait intéressant. Bah, avec plaisir. Elle a tellement peur de parler en public. Ça serait intéressant. Oui, on disait quoi? Est-ce que tu plais à ta mère? Je pense que oui. Elle est dure avec moi, ma mère aussi. Mais c'est bien. Par contre, elle me dit la vérité. Surtout. Quand elle n'aime pas une performance, elle me le dit direct. En tout cas, c'est fascinant ce truc-là, le nombre de personnes qui performent. Et c'est souvent du même sexe, c'est-à-dire que du coup, il y a beaucoup d'hommes pour qui c'est le père. C'est pas tout le temps le cas. Hein. Et il y a beaucoup de femmes pour qui c'est la mère. Ouais. Qui, quand le parent du même sexe est très exigeant, ça crée des performeurs. Ouais, c'est intéressant, ouais. C'est drôle. Mais du coup, c'est comment tu fais pour pas que ça te bouffe? Et l'autre question, comment tu fais pour... Parce que l'erreur qu'il y a des fois dans le performeur, c'est... Tu vois, je sais plus à qui je pense, là, qui, justement, il explique qu'il a passé tellement une grosse partie de sa vie à vouloir faire les choses qu'il pense qui vont plaire à son père, plutôt que les choses qui lui plaisent vraiment. Oui, c'est intéressant. Et toi, comment tu gères ce truc-là? Je pense que les États-Unis, partir aux États-Unis m'a fait beaucoup de bien. Parce que c'était ma décision. Trop bien. C'est pas... ok. C'était pas la décision de mon agent français, c'était pas la décision de ma mère, c'était ma décision. Et aujourd'hui, je pense que les choix que je fais, sont mes choix. Stylé. J'ai des questions un peu questions rapides, réponses rapides comme ça, ce qui te vient. Une anecdote un peu folle comme ça. Et tu peux prendre, en fait, c'est pas une question rapide, c'est pas une réponse rapide là. J'en ai une directe. T'en as une? Ouais. Prends le temps de nous la raconter. Je veux la vivre avec toi. C'est mon anniversaire, je suis à Los Angeles. On est dans un restaurant. Ok. Le soir. Le soir. Et qui je vois arriver à mon anniversaire? Mick Jagger. Incroyable. En fait, Mick Jagger, c'était l'ami d'une amie à moi. Et on devait tous aller au karaoké après le dîner. Il est venu avec nous au karaoké et on a chanté tous les deux. Stylé. Sur ses chansons à lui? Non. Sur Sitting on the Dock of the Bay. Et c'était comment alors du coup? C'était stressant ou pas? C'était magique.
C'est ouf. Ouais, c'est des moments comme ça, voilà, c'est la première chose qui m'est venue. Bah, c'est pas mal, hein. Ouais. C'est pas tous les anniversaires qu'on a Mick Jagger qui se pointe. Un conseil qui, tu penses, est trop souvent donné aux actrices, aux acteurs, et toi, t'es pas d'accord? C'est intéressant. Tu devrais poster plus de photos de toi. Pourquoi tu penses que c'est pas... Parce que moi, j'ai Instagram, hein, je suis pas contre Instagram, mais je sais pas, il y a un truc avec le nombre de followers, les photos. On confond un peu tout, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'un acteur, il devrait surtout voir tous les films, connaître tous les acteurs, se travailler, faire des tapes s'il n'a pas de casting, chercher des scènes, se filmer, s'améliorer. Et là, j'ai l'impression que parfois, on se concentre un tout petit peu plus sur l'image, quoi. Plus tu as des followers, plus tu auras une notoriété, donc plus tu vas décrocher des choses. Enfin, c'est un peu faussé, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Peut-être que j'ai tort, hein, peut-être que je suis complètement à la ramasse, mais... Je peux pas te dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Je pense qu'encore une fois, c'est un équilibre, mais de ce que j'entends, toi, t'es plus sur devenir excellente dans ce que tu fais, dans ton métier, mettre de l'énergie sur ça. Ça paye peut-être des fois différemment, mais t'as des racines plus fortes, quoi. T'es plus stable que si c'est uniquement de la notoriété et qu'après, en fait, les personnes, elles veulent pas de toi pour ton métier. C'est comme si je travaillais uniquement mon compte Instagram et pas ma capacité à former ou à coacher. Bon, ben, ok, ça peut amener des gens une première fois, mais ça va pas les amener 2 fois. Exact. Ouais, moi, on m'a dit un jour, Nora, tu n'as pas assez de followers. J'ai fait OK. Qu'est-ce que je peux faire alors pour avoir plus de followers? Bah, tu devrais poster une photo de toi où on voit un peu ta culotte. Je fais pardon? Oui, vraiment, fais ça. Super stratégie. Enfin voilà, il y a des stratégies qui... En tout cas, c'est pas ma stratégie à moi, quoi. Et je pense que quand tu veux être acteur, c'est un vrai métier. Et il faut le faire sérieusement, voilà. Trop bien, je kiffe cette réponse. Un film ou un docu qui t'a beaucoup inspiré, qui t'a appris quelque chose, qui t'a marqué. J'ai revu Fish Tank. Ok, je connais pas. C'est André Arnold qui a réalisé. C'est un très beau film qui m'a marqué, que j'ai revu plusieurs fois. Elle a casté l'actrice. Elle l'a rencontrée dans une station de métro et elle s'engueulait avec une meuf. Et elle l'a engagée comme ça. Elle a vu son tempérament de feu et elle a fait un film extraordinaire, magnifique. Et aussi La vie est belle de Roberto Benigni. Tu as vu? Ouais, il est ouf. C'est quoi qui te parle, toi, dans ce film? Toute cette tragédie. Je sais pas si tu connais, bon, c'est un peu une phrase cliché, mais j'aime bien quand même cette phrase. C'est l'humour et la politesse du désespoir. Tu connais cette phrase? Non. Pour moi, cette phrase représente vraiment le film. Arriver à rendre quelque chose de beau quand c'est tragique autour, quoi. De beau et même parfois de drôle. Et ça m'a bouleversée. Trop bien. Allez, pour finir, Nora, du coup, si tu avais un message que tu pouvais soit transmettre à la justement à la jeune femme ou à la jeune fille, ou alors, toi qui choisis, à une jeune femme ou à une jeune fille qui nous regarderait, qui a des rêves, qui se pose des questions si elle est à la hauteur, si elle est capable, si ça peut marcher pour elle, qui il y a peut-être des aspects d'elle-même qu'elle a plus de mal à aimer, t'aimerais lui dire quoi? J'ai envie de lui dire amuse-toi. Amuse-toi. Parce que au final, c'est vraiment ce qui compte. C'est-à-dire que moi, pendant des années, je m'amusais pas assez. J'étais dans ce truc de performance, je dois être parfaite. Si je suis pas parfaite, je suis nulle. Et en fait, non. Amuse-toi, trompe-toi, sois nul. C'est pas grave, c'est même génial. Ne lâche jamais. Et pose-toi vraiment la question, ces questions pourquoi et comment. Stylé. Merci Nora. Merci.